On va maintenant essayer de donner la parole, de s'emparer de ces réflexions et puis de donner la parole justement au monde associatif à travers la séquence de Pécha Koucha. Je vais vous laisser nous quitter si vous voulez bien et je vais appeler les participants à la prochaine séquence. Avant, j'ai quelques infos pratiques. Je vais profiter de ce moment de flou pour vous les donner. Il y a une équipe de tournage qui est présente toute la journée dans les différents lieux pour réaliser des films qui seront utilisés et diffusés sur les sites de la MEL, du CGET et de l'IREV. C'est une équipe de l'association Rikita. Alors si vous souhaitez ne pas être filmé, faites-le savoir directement au caméraman ou alors à Dominique de Paris qui est le responsable de cette association. Une autre initiative aussi se déroule aujourd'hui dans l'Atrium et je vous invite à y participer. C'est la cabine radio qui est installée dans l'Atrium. C'est une initiative mise en place par Sonomaton d'Orpiste, une association qui promeut le média radio. Vous comprendrez donc pourquoi j'y suis sensible. C'est une association qui est impliquée dans des projets de médias de quartier de la métropole de Lille. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Le principe est simple, vous rentrez dans la cabine, si bien sûr elle est libre, pour une courte interview autour de 3 questions qui sont les thèmes de la journée. L'innovation, c'est quoi? C'est qui? 40 ans de politique de la ville, un coup d'œil dans le rétro et un autre vers l'avenir. Et puis évidemment vos retours sur la journée à chaud au fur et à mesure qu'elle se déroule. Donc allez passer 1 minute, 3 minutes dans la cabine sonore et laissez-vous surprendre par le huis clos radio qu'on vous propose. Voilà pour les infos pratiques. Je vais maintenant demander aux différents participants du Pécha Koucha de me rejoindre. J'appelle donc Tiffaine Duquesne, Guillaume Ducatillon, François Potvin, Philippe Carrion, Frédéric Bourgeois, Hélène Bucher, Clément Aquilina et Salah Amokrane à venir prendre place. Alors le Pécha Koucha, je vous explique en 2 mots. C'est un exposé, asseyez-vous, c'est un exposé qui est mené directement par les personnes qui montent sur scène. Je n'aurai donc rien à faire avec un support vidéo. Le temps est compté, chacun d'entre eux dispose de 6 minutes et 40 secondes, c'est-à-dire 20 images de 20 secondes, pendant lesquelles ils vous expliqueront la teneur des projets qu'ils viennent nous présenter. Voilà, j'attends Salah, installe-toi, bienvenue. Alors, c'est 4 et non pas 5. Madame Voiturier, il y a eu un petit changement de programme, vous n'avez pas été mis au courant dans votre rôle d'animatrice principale. Donc il y a 4 projets qui vont essayer de décliner des initiatives prises dans le domaine de l'accès à l'enseignement supérieur, dans la reconversion ou la qualification professionnelle dans les filières qui recrutent, la place des habitants dans la gouvernance et évidemment la question de la mémoire et de la lutte contre les discriminations. On va attaquer tout de suite avec le projet qui est porté par Arélie Émergence. Il est présenté par Tiffaine Duquesne d'Arélie Émergence, Guillaume Ducatillon qui est lauréat de ce projet, de ce programme, et François Potvin qui est le président d'Arélie. La parole est à vous. Vous avez 6 minutes 40, montre en main. Bonjour à tous. Alors Arélie est une entreprise associative bailleur social privé, acteur de la politique de la ville. Elle construit et gère elle-même ses 1700 logements à des prix abordables et assure l'accompagnement des personnes en résidence temporaire, en pension de famille, en résidence accueil, en résidence senior ou en foyer de jeunes travailleurs. Dans une dynamique de recherche et d'innovation, 13 nouveaux projets sont en étude et en cours de réalisation. Dans le cadre d'un contrat impact social de 4 années labellisé par l'État, Arélie est engagée avec le soutien financier d'entreprises à insérer 150 de ses locataires bénéficiaires du RSA et si le contrat est rempli, l'État remboursera les entreprises. Et donc le programme Émergence, que va présenter Tiffaine Duquesne, qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans, permet à des jeunes bacheliers issus des familles modestes comme celles que nous logeons d'accéder à des hauts niveaux d'études et à une insertion professionnelle à hauteur de leur diplôme et de leur ambition. Ce programme est partagé avec plus de 60 entreprises, les villes, notamment Lille, Roubaix, la MEL bien sûr, les grandes écoles et les lycées des zones prioritaires. Merci. Donc je prends la suite.
Donc vous avez quelques images sur le parc de logement Arélie. Et ensuite, on peut passer à la slide suivante. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas enclenché comme il fallait le compteur. Voilà, donc notre dynamique d'innovation, comme l'expliquait M. Potvin pour Arélie, sur la partie logement. Et on peut passer donc à la suivante aussi, puisqu'on avait chronométré pour tenir les 3 slides. Donc quelques chiffres aussi sur Arélie au global. Voilà, puisque Arélie a 9 millions d'euros de budget et puis 60 salariés. Et puis donc on commence le zoom donc sur le programme Émergence. Voilà, merci. Là, on peut repartir sur le compteur des 20 secondes à chaque slide. Voilà, donc le programme Émergence, nous accompagnons humainement et financièrement des jeunes talentueux issus de milieux modestes qui ont des projets d'études supérieures pour qu'il y ait une ascension sociale et professionnelle. Chaque année, on sélectionne entre 30 et 50 nouveaux jeunes en fonction du soutien des entreprises, des villes, des écoles. Là, ça va un petit peu vite par contre. Voilà. Ces jeunes, en fait, doivent avoir la mention au bac et être futurs boursiers du Crous, puisqu'on s'attache à accompagner ceux qui en ont besoin. Alors, notre accompagnement, il est humain et financier. Financier, puisqu'on verse une bourse qui peut être comprise entre 1 000 et 6 500 euros par an. Par contre, on s'attache à ce qu'il ne soit pas que financier, parce que c'est vraiment important pour nous d'accompagner les jeunes humainement pour qu'ils aient vraiment toutes les chances d'atteindre les objectifs fixés. Et donc, pour les accompagner humainement, nous avons des liens de tutorat entre les jeunes. Nous sommes une équipe qui suivons les jeunes avec des rapports d'activité que les jeunes doivent remplir tous les trimestres. On a des indicateurs de suivi sur leur réussite. Et puis, il y a le parrainage. Et le parrainage, c'est important parce que chaque jeune a un parrain qui est cadre en entreprise et qui va faire rentrer le jeune dans sa propre entreprise ou dans les entreprises de son réseau, qui va l'aider sur les questions d'orientation, qui va aussi lui tendre la main, tout simplement, et puis lui apprendre ce que c'est le réseau, en avoir un, le développer, l'utiliser, etc. Aujourd'hui, on a une 50aine d'entreprises qui sont partenaires. Alors précédemment, on voyait la liste des entreprises, mais vous avez donc ADO, vous avez des banques, le CIC, le Crédit du Nord et d'autres entreprises de plus ou moins grande taille en fonction de leur engagement. Mais en tout cas, on a tout type d'entreprises et types de secteurs qui sont représentés. Voilà. Donc il y avait quelques chiffres aussi sur les lauréats. Donc 627 lauréats aujourd'hui, c'est ce que représente le programme Émergence puisqu'il existe depuis 2002. Alors 627 plus 50 parce qu'on a pu sélectionner 50 nouveaux jeunes cette année. Et sur ces 700 environ lauréats, on a plus de la moitié qui sont aujourd'hui diplômés et en poste. 90% d'entre eux sont en poste et le reste donc en études. C'est de belles insertions, de belles réussites et aujourd'hui les lauréats eux-mêmes qui sont en poste deviennent acteurs du programme parce qu'ils deviennent donateurs et générateurs d'opportunités. Voilà. Alors pour sélectionner ces jeunes, on a un processus de sélection qui est exigeant et bienveillant parce qu'en fait on s'attache donc à sélectionner les jeunes qui ont besoin d'accompagnement mais aussi qui partagent les valeurs du programme. C'est des jeunes qui sont entreprenants, qui veulent se donner les moyens de réussir, de mettre en place les outils nécessaires pour y arriver. Et donc on a mis en place tout un processus de sélection qui paraît un peu difficile et peut-être impressionnant au premier abord, mais qui au final apporte déjà beaucoup aux jeunes même s'il n'est pas retenu. Et donc ça passe par l'assessment, donc un jeu d'entreprise en équipe, et ensuite par une étape de speed dating où ils sont mis en entretien, situation d'entretien plus individuelle. Au global, les jeunes passent devant 7 membres de jury quand même pendant tout le processus de sélection. Ils peuvent prouver leur esprit d'équipe, la capacité à aider l'autre, à s'intéresser à ce qui les entoure, et aussi la motivation à réussir, à s'en sortir et à devenir de vrais ambassadeurs pour d'autres en fait. Voilà. Sur le processus de sélection. Et donc Émergence, c'est tout un monde, puisqu'aujourd'hui, on a à cœur que ce programme soit vraiment partagé, collaboratif, donc que ce soit les entreprises, les villes, la MEL, les lycées, etc., ou même les lauréats. On veut vraiment collaborer ensemble et donc sélectionner ensemble à chaque fois, justement, nos lauréats chaque année. Donc l'écosystème participe au processus de sélection et on est totalement dans l'échange, dans la remise en question à chaque fois pour s'adapter aux problématiques
de la société, des jeunes, et s'assurer que ce qu'on fait a du sens et efficace pour justement la suite et avoir de vrais ambassadeurs. Voilà. Donc un meilleur exemple, c'est Guillaume Ducatillon qui nous accompagne aujourd'hui pour parler justement de sa situation. Merci Tiffaine. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Ducatillon, j'ai 21 ans et je suis lauréat de la promotion 2016 d'Areli. Déjà je tenais à remercier le programme Émergence de m'accompagner depuis ces 2 ans. Notamment, bon, il y a le côté financier, mais surtout sur le côté humain. Alors pour ma petite histoire, je suis originaire de la région dunkerquoise. J'ai pas eu une enfance très facile avec pas mal de difficultés familiales, mais ma mère m'a élevé avec mon petit frère seul. Il m'a toujours enseigné qu'il fallait s'en sortir et avec tout ça, je suis arrivé j'ai eu mon bac S en 2015, mention très bien. Et je suis entré en école d'ingénieur en post-bac à l'ICN à Lille, qui est juste à côté. Donc aujourd'hui, je suis en master 1 à l'ICN en objets connectés. Pour plus tard devenir en fait ingénieur soit dans les objets connectés ou en intelligence artificielle. Mais dans tout ça, ce que le programme m'apporte aussi, c'est être un ingénieur citoyen, puisque le programme est d'abord un accompagnement humain. Donc il va nous aider sur l'aspect des études à travers les rapports trimestriels. Il y a aussi le tutorat pour tout ce qui est questions scolaires. Donc entre lauréats, on va s'entraider. Quand on arrive dans le programme, les autres lauréats nous aident, par exemple pour la prépa, qui n'est pas une étape facile dans les études. Et après, on devient aussi des aides pour les autres lauréats. Donc moi, je tutore une autre lauréate qui était en prépa. Et voilà, on a des échanges assez réguliers lorsqu'elle a des difficultés scolaires. Mais aussi l'équipe avec le rapport d'activité qui vont nous suivre un peu de loin. Tous les trimestres, on doit rendre un rapport pour faire un peu l'état des lieux au niveau de la scolarité, mais aussi notre projet professionnel. Ensuite, il y a aussi la citoyenneté, qui sont des moments de rencontre avec les équipes et les autres lauréats. Donc là, ici, vous avez une photo d'un chantier qu'on avait fait sur, je crois, Tourcoing, pour une association. Donc, c'était avec nos parrains de chez ADO, et donc on a passé toute une journée à faire de la peinture, poncer, pour les bienfaits de l'association. Donc au-delà de l'aide à l'association qu'on apporte, on rencontre aussi des personnes, on rencontre des associations, des personnes qui viennent d'autres horizons, et ça nous aide beaucoup, ça peut beaucoup nous aider dans les études. On devient mature plus vite et notre projet mûrit plus vite. Enfin, il y a aussi le parrainage en entreprise. Donc on a vu mon parrain qui est chez ADO et qui est aussi une grande aide puisqu'il m'a permis déjà de faire des immersions dans son entreprise, donc au sein de réunions professionnelles. Donc ça nous aide aussi à mûrir son projet professionnel plus vite, malgré qu'on n'ait pas eu les chances au départ. Et le programme nous aide vraiment à nous arriver à un haut niveau à la fin de nos études et gommer les différences qui peut y arriver. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci à vous et merci d'avoir expérimenté le format qui est pas facile quand même, je vous le concède. Mais vous savez qu'en radio, nous on a des choses à 1 minute 30, des sons à 1 minute 10 ou 50 secondes, donc un peu d'entraînement et vous allez y arriver. Je vais donner tout de suite la parole. Je précise qu'il y aura quelques questions de la salle à la fin en fonction du temps dont on disposera. Tout de suite la parole à Philippe Carayon qui est le co-fondateur du projet Cuisine Mode d'Emploi porté par Thierry Marx en figure médiatique que tout le monde connaît. Philippe Carayon, c'est à vous. Je suis sûr que vous allez faire ça en 6 minutes 40 secondes précisément. Je ne suis pas sûr, mais on va essayer. Bonjour, donc je m'appelle Philippe Carayon, je suis cofondateur avec Thierry Marx de Cuisine Mode d'Emploi et aujourd'hui j'en assure le développement. Pourquoi nous avons créé cela en 2012? Sur la base d'un constat simple, 54 000 postes pas pourvus dans l'hôtellerie-restauration et donc des formations longues et onéreuses et la réponse, une formation courte, diplômante et gratuite. Nous avons aujourd'hui 7 écoles dans les quartiers politiques de la ville, 4 en région parisienne, donc Paris, Clichy-sous-Bois, Grigny, Champigny. Nous en avons une à Dijon, une à Besançon, une à Villeneuve-Loubet à côté de Nice et nous avons 3 projets qui vont émerger cette année. Un à Marseille, un à Toulouse et un à côté ici à Marc-en-Barœul. Nous avons 4 filières de formation, la cuisine, la boulangerie, le service en restauration et les produits de la mer. Donc tout ça sont des secteurs en tension puisqu'on estime à 180 000 le nombre de postes pas pourvus. Qui sont nos stagiaires?
L'ensemble de nos stagiaires sont des gens qui sont éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi, allocataires des minima sociaux, sous main de justice, et puis depuis plus récemment des personnes réfugiées statutaires. Mais elles ont toutes un seul point commun, c'est la motivation et un projet professionnel cohérent qui est nécessaire pour pouvoir intégrer nos formations. Nous n'avons pas de limite d'âge, sauf une limite d'âge inférieure, 18 ans, et pas d'autres prérequis que de comprendre suffisamment la langue française pour pouvoir appliquer les consignes, et puis de maîtriser les 4 opérations de base, singulièrement la règle de 3 qui est utile quand on veut ramener à un certain nombre une recette. Nos stagiaires nous sont prescrits par les prescripteurs classiques, on va dire, le Pôle emploi, les missions locales, les PLI, les services municipaux de l'emploi, les SPIP, les services de probation et d'insertion pénitentiaire pour nos stagiaires sous main de justice. Et puis bien sûr, et la majorité d'entre elles, ce sont des candidatures spontanées. Le parcours de formation, donc, il comprend 2 périodes. Une première période de 8 semaines, qui fait donc 280 heures, ce qui est l'équivalent pratique d'un CAP. Et puis 3 semaines en immersion en entreprise, avec à la fois un contrôle continu et un examen terminal. Et si le parcours est validé, la formation débouche sur un CQP, certificat de qualification professionnelle, diplôme reconnu par la branche et l'État. Quelques mots sur notre process de formation. Il est simple, il tient un mot, c'est la pratique. Chacune des filières travaille le geste, le produit et les recettes. À titre d'exemple, en cuisine, ils vont acquérir 80 gestes de base, 90 recettes du patrimoine culinaire français. En service, on interviendra à la fois sur les règles de base, mais également sur la relation clientèle, mais également une initiation à la sommellerie. Quant aux produits de la mer, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous en faire un détail, mais ils apprendront à fileter et en même temps aussi à travailler sur la relation clientèle. Donc en fait, le principe de base à Cuisine Mode d'Emploi, c'est que le théorique s'acquiert avec la pratique. Ce sont des formations essentiellement opérationnelles. Nous avons affaire à un certain nombre de stagiaires qui ont eu un rapport avec l'école assez compliqué, voire assez distendu. Nous ne souhaitons pas du tout les remettre dans un cadre scolaire, puisque ça pourrait faire courir le risque d'un échec de leur formation. Donc ils sont, dès le premier jour, mis en situation professionnelle. Nous les plaçons en situation professionnelle dès le début, et pour cela, nous avons dans chacune de nos écoles un restaurant d'application qui nous permet à la fois d'écouler la production de ce que nous fabriquons, bien sûr, et puis ça les permet surtout d'être tout de suite en confrontation avec le seul juge de paix qu'ils auront toute leur vie professionnelle, à savoir des clients. Nous mettons également, nous faisons aussi un certain nombre de sorties pédagogiques qui permettent d'appréhender leur futur environnement professionnel. Ce sont des visites et des échanges avec des producteurs, des meuniers, puisque nous avons la filière boulangerie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des grossistes au sein des marchés d'intérêt nationaux, des salons professionnels. Et donc, demain, dans leur profession, dans leur métier demain, ils auront effectivement des relations avec tout cet environnement. Et donc, le fait de pouvoir les gérer dès le début est une chose importante. Pour nos serveurs également, nous les mettons tout de suite dans une situation professionnelle. Vous voyez quelques images là. Nous les mettons dans des cocktails, dans du traiteur événementiel, ce qui est évidemment le cœur du métier qu'ils auront demain à exercer. Nous les mettons également dans des situations plus anecdotiques, mais que vous voyez là, des food markets, des festivals, où nous fabriquons, où nous vendons les produits. Bref, nous les mettons en situation de vie professionnelle future. Donc à la fois, ils acquièrent les bases du métier, et à la fois, nous les mettons dès le début dans le métier. Vous allez voir aussi, et dans chacune de nos sessions, à la fin de la session, il y a donc un dîner de fin de session, qui est un dîner dont le thème, le menu est choisi par les stagiaires, élaboré par eux. Donc il y a une autonomie, une grande autonomie là-dessus. Donc ces dîners sont commercialisés. Ça nous permet effectivement d'avoir des ressources et en même temps de les mettre en situation. Concernant la mise à l'emploi, vous avez quelques chiffres dont nous sommes assez fiers.
après 6 années d'existence, nous avons un taux de retour à l'emploi et de sortie positive de 92%. Et puis un chiffre qui est très intéressant de la création d'entreprises de nos anciens stagiaires, qui est autour de 80. Il s'agit évidemment de tout type d'entreprise, mais nous en sommes assez fiers. Sur le financement, puisque c'est gratuit, il faut bien que quelqu'un paye. Donc il y a l'État au titre du CGET, bien sûr, le FIPD, puis pour l'intervention prévention des délinquances, les OPCA, qui s'appelleront demain les OPCO, les entreprises et fondations d'entreprises dans le cadre du mécénat, et un chiffre d'affaires que nous fabriquons, je vous l'ai dit tout à l'heure. En guise de conclusion, je voudrais rappeler 3 idées forces. 1, notre vocation, ne pas se substituer à ce qui existe, mais compléter une offre de formation pour ceux qui ne rentrent pas dans les clous. Deuxièmement, notre méthode, faire pour apprendre. Troisièmement, notre conviction, personne, absolument personne, n'est fait pour l'échec. Je voudrais, et elle va arriver, donc ça veut dire que je suis dans les temps, une dernière image, juste pour le plaisir. J'en profite pour vous dire qu'à l'instant où je vous parle, notre directrice générale est actuellement au ministère avec Madame Pénicaud, puisque nous sommes lauréats de l'appel d'offres 100% inclusion. Et nous avons un projet qui est une sorte de préparation à CME, à cuisine mode d'emploi, donc pour les publics les plus difficiles. Ce projet dont nous sommes lauréats s'appelle Pas de quartier pour l'échec, et ce qui nous permettra de faire pour ces publics particuliers mieux, plus et plus vite. Merci beaucoup. Merci Philippe Carion, félicitations pour ce timing quasi exemplaire. Donc notre école historique, elle est à Ménilmontant, à Paris. Oui, je sais. Et nous, c'est plutôt Tchatchouka que Pechakucha. Oui, j'ai eu la chance de faire un reportage sur votre école quand elle a ouvert, justement, rue de Ménilmontant. J'ai vu qu'on y respectait les cadences, entre autres. Donc, vous avez été bien formés. Je donnerai la parole maintenant pour cette 3e expérience innovante et inspirante à Salah Amokran, qui porte à lui tout seul ici le collectif Tacti Collectif, le festival Origine Contrôlée, toutes ces initiatives qui favorisent la mémoire, la lutte contre les discriminations dans les quartiers et qui prend ses racines aux Isards à Toulouse. Salah, c'est à toi. Merci de me donner la parole, merci de m'accueillir à Lille, je suis ravi d'être ici, j'aime beaucoup cette ville. Voilà, donc moi je viens de Toulouse, je ne sais pas si je vais être aussi, ça s'entend pas, les accents en ce moment, il faut... donc voilà, je vais essayer de tenir les 6 minutes, pas sûr. Donc Tacti Collectif, c'est une association toulousaine qui a une 20aine d'années, mais qui a une histoire un peu plus longue, puisque c'est une histoire associative qui a démarré dans les années 80, dans le quartier où on est né, c'est-à-dire le quartier des Isards à Toulouse. C'est un quartier populaire au nord de la ville de Toulouse. Donc on a depuis 15 ans... il y a un festival qui s'appelle, on a un autre festival qui s'appelle, qui est le moment fort de l'année, qui s'appelle le festival Origine Contrôlée. Ce festival, c'est un festival dont la colonne vertébrale est la question du récit, la question de la mémoire, de l'histoire, de l'immigration et des quartiers populaires. C'est un festival qu'on a inscrit dans le paysage culturel toulousain. Il ne faut pas que je regarde les trucs là, vous défilez, je ne sais pas, je vais me débrouiller. Donc c'est un festival voilà, qui s'est inscrit dans le paysage culturel toulousain, qui avait lieu à son origine dans tous les quartiers de la ville, et y compris au centre-ville. Et c'est un festival qu'on a relocalisé depuis 4 ans maintenant, dans le quartier populaire des Isards, donc, qui est notre quartier d'origine. Parce que ce festival-là, ce n'est pas seulement un événement, c'est une démarche. C'est une démarche de projet où on a donc une programmation artistique, puisque c'est un festival, une programmation de rencontres, d'échanges. On a un travail sur la question de la ressource, parce que si on veut travailler sur les questions de mémoire, c'est important qu'on s'outille, qu'on travaille avec
voilà, avec des expertises, qu'elles soient citoyennes, militantes, universitaires, institutionnelles. Et c'est aussi une démarche de soutien et d'accompagnement des projets dans ce quartier. Donc, ce sur quoi je voudrais moins insister aujourd'hui, c'est la nécessité qu'on a ressentie, parce que, bon, depuis les années 80, avec cette histoire associative, voilà, on est né dans le quartier des Isards, enfin, on est né physiquement et on est né associativement. Voilà, on avait tracé notre route, on avait été voilà, sur l'ensemble de l'échelle de notre ville, mais aussi du territoire national, avec voilà, de nombreuses productions et de nombreuses actions. Mais on a eu la nécessité de revenir travailler sur ce quartier-là. Donc ce quartier, il a été fortement marqué en 2012 par les attentats et les meurtres commis par Mohamed Merah, parce que c'était quelqu'un qui était issu de ce quartier-là, et c'était pas le quartier, mais forcément ça a beaucoup impacté l'image de ce quartier. Et il y a eu bien sûr le trouble qu'on a tous ressenti en tant que Français, en tant que Toulousains encore plus, mais aussi les habitants de ce quartier, le trouble qu'ils ont ressenti. Il y avait une vraie nécessité de réoccuper l'espace. De l'occuper de manière symbolique, en s'emparant du récit, mais de l'occuper aussi de manière physique, d'être présent dans le quartier, donc avec nos événements, tout au long de l'année, une programmation artistique, je l'ai dit, cet événement qui arrive comme, je dis, le moment fort de l'année, ce festival Origine Contrôlée, qui n'est pas seulement un festival de quartier, mais qui est un événement culturel qui est né hors du quartier, très lié à l'histoire des quartiers, mais qui restait un événement culturel inscrit dans le paysage de l'agglomération toulousaine, et qui aujourd'hui a lieu dans le quartier des Isards. Et le choix qu'on a fait, c'est un choix délibéré, alors pas facile, pas si difficile que ça, mais pas toujours facile techniquement, donc de s'inscrire dans ce quartier-là. Un des enjeux pour nous, là maintenant, depuis, je dirais, on a réinvesti au quotidien, donc avec le soutien des collectivités, avec le soutien de l'État, enfin je pense que tout le monde ici s'inscrit dans ce cadre-là, avec, et c'est très très important, ça a été dit tout à l'heure par Madame la Ministre, la possibilité d'avoir des médiateurs, des adultes relais qui travaillent. Donc nous, on a un poste d'adulte relais, on n'en a qu'un, mais il est très très important, et donc de dédier une grande partie de notre intervention dans le quotidien en soutien aux initiatives et en soutien aussi, il s'agissait vraiment de favoriser l'émergence des initiatives des habitants et des habitantes de ce quartier. Donc, au final, l'idée sur laquelle on est, c'est s'emparer du récit. C'est un sujet pour nous qui est très très important, c'est comment les habitants, les habitantes des quartiers populaires se racontent. Qu'est-ce qu'ils et elles ont à dire de l'histoire de leur quartier, comment on veut se raconter. Et c'est pas seulement une vue de l'esprit. Vous le savez, je l'imagine tous et toutes, et j'ai moi-même participé d'ailleurs à un des groupes de travail qui était Images des quartiers, un des groupes nationaux, et la question des médias et du traitement médiatique de ce qui se passe dans les quartiers populaires, elle est centrale. Donc, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on a résolu le sujet, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, à l'échelle de ce quartier-là, on a, je regarde, c'est pas toi qui compte, je sais pas, je dois avoir explosé le temps, je sais pas. Non, on a à l'échelle de ce quartier-là, en tout cas, au moins une satisfaction qui est celle que, bon, ça a pris un peu de temps. Là, je vous parle de quelque chose qui est à l'échelle de, par exemple, de 4-5 ans. On a vu un certain nombre d'initiatives émerger, des collectifs d'habitants, d'habitantes notamment, mais aussi
quand on travaille sur les quartiers, je tiens à le souligner, nous, on est notre corps de projet, c'est l'action populaire et l'action culturelle et l'éducation populaire. Mais quand on travaille dans les quartiers, quand on est comme ça, un acteur associatif un peu ancien, avec de l'expérience, un peu de notoriété, du réseau, on doit répondre aux besoins. Et le besoin, ça peut être d'accompagner un club sportif, la création d'un club sportif. Ça peut être d'accompagner la mise en place d'ateliers liés à l'agriculture urbaine et à la cuisine. Donc, il s'agit aussi d'être vraiment en intermédiation. Donc, plutôt que de rentrer dans le détail de ce qu'est un festival, tout le monde sait ce que c'est. Bon, il est important, c'est vraiment un rendez-vous important dans notre ville, le festival Origine Contrôlée. On produit aussi à partir de là des publications, on fait aussi pas mal de productions musicales. Je voulais insister sur une chose, c'est le rôle qu'ont les acteurs culturels dans le fait que les habitants et les habitantes des quartiers se réapproprient le récit, soient pleinement partie prenante de ce qu'ils veulent donner à voir de leur quartier. Il ne s'agit pas de dire d'être angéliste. Des fois, on est là pour parler des problèmes aussi, des difficultés. Mais en tout cas, j'ai presque envie de dire, par rapport à cette problématique du traitement médiatique, par exemple, c'est de donner notre version des faits. Voilà. Merci Salah. Le festival Origine Contrôlée, c'est tous les ans, le premier week-end d'octobre, au quartier des Isards à Toulouse. Et ça vaut le coup d'y aller pour la programmation, pour les rencontres. Ça n'est pas un festival de quartier, c'est un festival tout court qui se passe dans un quartier. C'est important de le souligner parce que ça orchestre aussi beaucoup un mouvement de porosité sociale et ils sont assez rares. Transition toute faite, ça là, entre ce que tu viens de dire et le groupe suivant, les derniers. On va voir si vous gagnez le concours de la montre. Quand je vois la taille de votre feuille, je suis déjà inquiet, je ne vous le cache pas. Mais bon, si vous lisez très vite, ça peut peut-être le faire. Donc, dans le domaine de la place des habitants, dans la gouvernance locale, les engagements citoyens, je vous propose d'écouter le projet qui s'appelle Y aller par 4 quartiers, qui est porté par Labocité et l'association ICI, Initiative Construite Îlot-Dionysienne, et qui est présenté donc par Frédéric Bourgeois, Hélène Buchet et Clément Aquilina, par ordre d'apparition. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, on vous propose une intervention à 3 voix, Hélène, Clément et moi-même Frédéric, afin de vous présenter donc un site internet sur la participation des habitants et une action valorisée sur ce site. La slide. Merci. À l'origine du projet, il y a 4 centres de ressources politiques de la ville qui travaillaient, et certains depuis très longtemps, sur le sujet de la participation des habitants. Ces 4 centres de ressources sont Profession Banlieue en Seine-Saint-Denis, Réseau Ville en Bretagne-Pays de Loire, Trajectoire Ressources en Bourgogne-Franche-Comté et Labocité en Auvergne-Rhône-Alpes. En 2014, peu après la promulgation de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le CGET lance une bourse nationale d'expérimentation en faveur de la participation des habitants et les 4 centres de ressources décident de présenter un projet commun pour valoriser des initiatives locales. Ce projet expérimental est donc retenu par le CGET. Il s'agit concrètement d'une plateforme numérique, d'un site internet que nous avons appelé yallerpar4chemins.fr. Ce site valorise, met en partage et en débat des actions conduites par les centres de ressources dans l'accompagnement des dynamiques participatives. Pourquoi 4 chemins? C'est la slide suivante. Tout d'abord parce que les ressorts et les formes de la participation des habitants sont multiples et complexes et qu'il faut les décrypter par différents biais, différents chemins. Et ensuite parce que les chemins sont rarement parallèles, ils peuvent se croiser et ce qui est intéressant, c'est ce croisement de regards, d'expériences, d'approches et de méthodes. Avec ce site, nous avons voulu donner la parole
à ceux qui sont en prise directe avec le terrain, habitants, professionnels, élus, et nous avons souhaité diversifier les supports afin de les rendre les plus accessibles possibles, d'où l'usage de la vidéo, de l'audio et de l'écrit sous des formats courts et dynamiques. Ce site a été conçu comme un outil. Il est destiné à tous les acteurs engagés à titre professionnel, politique ou militant qui œuvrent au développement des quartiers. Et nous allons maintenant vous présenter l'une des expériences qui est valorisée sur ce site internet. Merci Frédéric. C'est donc grâce à Labocité qu'on a la chance d'être devant vous aujourd'hui. Avec Clément, on fait partie d'une association qui s'appelle ICI, Initiative Construite de l'île Saint-Denis, qui est une structure créée par un groupe d'architectes pour travailler sur l'implication des citoyens dans la fabrication de leur territoire. On travaille depuis 4 ans en particulier sur un quartier, le quartier sud de la commune de l'île Saint-Denis, dans le 93 au nord-ouest de Paris. C'est un quartier qui est rentré dans le nouveau programme de rénovation urbaine et qui a 90% de logements sociaux. On travaille donc sur la co-construction de la rénovation de ce quartier avec une activité d'architecte de quartier. On est en résidence, on est sur place, on mène des entretiens auprès des habitants pour essayer de déterminer les usages, les besoins au travers de différents outils comme le jeu, l'illustration, mais aussi les événements, donc des temps de repas, des temps de fête qui permettent aussi de se rassembler, de se rencontrer, de se fédérer et puis de fortifier une culture commune du quartier. Ici, la Fête des Lumières, qui avait été initiée lors de notre première année dans le quartier et qui continue maintenant depuis 4 ans, en impliquant beaucoup d'habitants et d'associations locales. On mène aussi plusieurs chantiers dans l'espace public, notamment en mettant en valeur les ressources locales, donc en utilisant du réemploi. On a au sein de l'association des menuisiers, des chaudronniers, mais on a aussi plein d'habitants adhérents qui ont leurs propres compétences, qui participent à ces chantiers-là, que ce soit du bricolage ou encore là du jardinage dans les espaces publics et semi-publics, qui sont aussi des manières de se réapproprier son environnement et de le faire évoluer en ayant un impact direct. Ici, du coup, des ateliers pédagogiques menés entre habitants et l'association ici. Avec l'équipe enseignante de l'école du quartier et la fondation AG2R, on a monté un projet sur 3 ans qui sont des ateliers d'initiation à la démarche de projet et d'architecture sur le temps scolaire qui permettent à 4 classes sur une année de développer un projet depuis la conception jusqu'à la fabrication. Ici, des gradins mobiles pour leur cours de récré. Après nos 3 premières années dans le quartier, on a pu, grâce notamment aussi au financement du contrat de ville, faire état des lieux de tout ce qu'on avait pu récolter, écouter, en le retranscrivant en un ensemble de documents qu'on a remis aux études urbaines qui vont travailler sur le projet de rénovation du quartier. Un guide à l'usage des rénovés aussi a été réalisé pour les habitants. On fait partie d'une association, donc on a un conseil d'administration qui est constitué de représentants d'habitants des différentes résidences du quartier, d'un enseignant de l'école, d'une architecte aussi chercheuse spécialisée dans les thématiques de l'urbanisme transitoire et également une ancienne chargée de projet en rue qui rejoint le CA cette année. Alors vite, du coup, c'est le projet principal que porte l'association ici, un des projets principaux. Il s'appelle le Pavillon en chantier, qui est un projet monté par la municipalité et l'association, accompagné par la communauté d'agglomération et le conseil citoyen. C'est aujourd'hui le projet principal inscrit dans le long terme. Et donc le squelette du projet, c'est un ancien pavillon qui appartient à la mairie, qu'on a proposé d'occuper en 2016 pour utiliser le temps de jachère nécessaire au projet urbain, pour le mettre à profit des habitants. Donc le lieu anciennement désaffecté est rénové et continue d'être rénové au travers de chantiers qui sont supports d'activités pédagogiques autour du bricolage, des matériaux, de l'environnement et de l'architecture. Et le pavillon, il repose sur 3 volets. Une maison de quartier, donc financée notamment par le contrat de ville, qui est le support d'activités collectives, festives et culturelles. Et le lieu est notamment occupé tous les soirs par des jeunes de 20 à 30 ans qui ont réussi à se monter en association pour ouvrir leur café-snack associatif. Et le jour, c'est plutôt un atelier populaire d'urbanisme qui est un espace support et débat pour le NPNRU. Et sa forme non institutionnelle, c'est-à-dire une maison du projet gérée par les habitants, elle se meut autour de workshops habitants, étudiants,
Elle occupe aussi des écrits, donc ceux qu'on a pu voir, et d'autres qui se mettent en cours, et des maquettes à disposition à différentes échelles qui permettent d'appréhender beaucoup de choses sur le quartier et l'échelle du territoire. Et enfin, un atelier de fabrication, bois et métal, à destination du quartier, qui exprime globalement la démarche, et c'est pour ça qu'on conclut là-dessus, parce que sa construction, elle s'est déroulée durant tout cet été, et elle a mis en œuvre les savoirs du territoire. Donc il y a des experts en électricité de différentes associations qui sont venus intervenir, et il y a beaucoup de matériaux qui sont installés aussi, qui sont notamment la façade qui viennent de fenêtres de l'école d'à côté, qui est le premier chantier de l'ANRU, voilà, sur l'île Saint-Denis. Merci. Merci de votre rigueur horlogère. Aux uns et aux autres, on a 10 minutes pour des questions dans la salle, si vous voulez. Alors faites-vous connaître et puis imposez-vous, s'il vous plaît, la même discipline que les intervenants l'ont fait pour eux-mêmes, c'est-à-dire de poser des questions courtes. Évidemment, le plus difficile est le premier. C'est vraiment une séquence de transition. Si vous voulez interpeller, interroger, demander des précisions sur les 4 projets qui viennent d'être présentés de manière assez exhaustive, sans temps. Quelqu'un veut-il se signaler dans la salle? Sinon, nous rattrapons le temps perdu et nous passons directement à la séquence suivante. Je vous laisse encore 4 secondes pour les indécis, de savoir si... Madame, tout au bout. Oui, je voudrais savoir quels ont été collectivement vos rapports avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire est-ce eux qui vous ont détecté, qui sont venus vers vous? Est-ce que c'est vous qui, à un moment donné, avez éprouvé le besoin de structurer un peu votre action en vous adressant soit à une collectivité territoriale, soit au service de l'État, soit à d'autres interlocuteurs associatifs? Bref, je voudrais savoir comment sont nés vos projets et comment on vous a aidé à les développer. Merci. Philippe Carion. Ouais. Pour nous, au début, on nous a pas vraiment aidés, on nous a pris un peu pour des oiseaux, puisque on faisait en 8 semaines le programme d'un CAP qui se fait en 2 ans. Donc forcément, on a dit il y a un truc. Et donc au début, c'était un peu compliqué. Le maire adjoint de l'époque de la ville de Paris nous a dit « Je ne crois pas à votre truc, mais je mets un peu d'argent pour voir ». Et la maire du 20e arrondissement de Paris nous a dit « J'ai une cuisine qui passe en liaison froide ou en liaison chaude, enfin bref, mais qui n'est plus utilisée, donc je vous la passe ». Donc voilà, ça c'était le début. Et puis à force de travail et surtout de démonstration que nous avions fabriqué un outil pertinent, et ben nous avons des relations assez constructives avec l'ensemble des pouvoirs publics, que ce soit évidemment l'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les collectivités locales. Je vous ai dit qu'on s'installait à Marc-en-Barœul et la MEL nous aide beaucoup pour nous installer à Marc-en-Barœul. Donc on a effectivement des relations aujourd'hui très positives qui fonctionnent vraiment, mais au début c'était compliqué. Salah, peut-être un mot sur dans quel sens, enfin chacun, dans quel sens le projet, à quel moment du projet, je pense que c'est un peu ça votre question, à quel moment du projet faut-il se tourner vers les pouvoirs publics pour le faire monter en volume, quoi? Alors nous, l'initiative du projet, elle est clairement une initiative citoyenne, voire militante. Donc la relation aux collectivités territoriales, aux services de l'État, donc au pouvoir public en général, elle se fait aussi, parfois aussi dans une forme de tension. Et donc, quand on veut exprimer un point de vue, et qu'il peut être parfois un peu différent du point de vue des responsables politiques, bon, il y a de la tension qui peut se créer, il y a aussi parfois des rapports de force, mais on est quand même relativement bien soutenu. Je crois aussi parce que au-delà de notre parti pris et des opinions et des idées qu'on essaie de défendre, mais on n'est pas dans une démarche partisane, hein, attention, il y a quand même l'idée aussi de répondre clairement aux besoins
par exemple dans le quartier, d'être dans une démarche d'intérêt général, d'être dans de la permanence, de faire de la démonstration. Donc j'ai envie de dire que ce qui parfois, ce qui a pu en tout cas susciter l'adhésion, le soutien, c'est qu'on ait fait la démonstration de notre utilité, mais peut-être encore plus important, et c'est même quelque chose qu'on doit regagner tous les jours, même en étant d'ailleurs très lié à l'histoire de ce quartier, c'est de faire la démonstration de notre utilité auprès des gens qui habitent dans le quartier. Et c'est aussi ça c'est aussi ça qui fait la légitimité et qui fait la légitimité vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est voilà, c'est de faire la démonstration de notre utilité. Et d'ailleurs, souvent, juste un dernier mot, dans les projets qui émergent sur le quartier, qui demandent un peu d'accompagnement, nous, ce qu'on dit beaucoup voilà, aux personnes, aux habitants de ce quartier-là, qui très très vite se tournent vers les pouvoirs publics, c'est pour avoir du soutien, et ce qui est légitime, hein, c'est pas ça la question, mais et qui parfois voilà, sont pas satisfaits de ce soutien-là. On leur dit, mais d'abord, démontrez auprès du quartier votre utilité. Et si vous êtes utile aux yeux des gens, aux yeux des voisins, ce sera encore plus facile d'obtenir le soutien. Hélène Buchet, je vous vois avec un micro. À quel moment est-ce que vous vous êtes tourné, vous, vers les collectivités? Alors, je ne sais pas si c'est vous qui répondez, ou Frédéric Bourgeois. Bon, allez, c'est vous. Donc, nous, pour l'association ici, c'est vrai qu'on a eu dès le début un soutien assez fort de la commune de l'Île-Saint-Denis, puisque au départ, c'était une expérience étudiante. C'était un diplôme de fin d'études en architecture. Et c'est avec la rencontre d'une élue et d'un technicien qui, je pense, était vraiment convaincu par la co-construction et la démocratie, qu'on a été aussi... donc sur le projet lui-même. Donc qu'on a eu cette envie de créer l'association et de continuer. Donc je pense que voilà, au début, c'était vraiment des liens assez forts. Ensuite, maintenant, dans les actions qu'on continue de mener, ce sont des rapports qui sont assez compliqués. On a quand même un soutien puisque la maison du projet gérée là, par les habitants est un lieu qui appartient à la ville. Donc elle a quand même relevé le défi de se dire je vous mets à disposition le lieu. Après, c'est une part de risque qui n'est pas non plus très grande parce qu'en termes de financement, il faut qu'on aille chercher nous de notre côté. Et on se rend compte aussi qu'on a quand même une certaine peur des élus et qu'il faut toujours prouver les bienfaits de l'expérimentation et qu'on est dans des démarches dont on ne connaît pas le résultat avant plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc ça, c'est toujours compliqué et on se retrouve parfois dans des situations comme pour le projet qui s'appelle Rénove ton école, qu'on vous a rapidement présenté sur les ateliers scolaires, où on a parfois besoin de demander à la fondation AG2R qui nous soutient financièrement de venir en soutien face aux élus pour démontrer l'intérêt de ce projet-là quand ils sont un peu frileux. Donc voilà, tout l'intérêt, voilà ce qu'on voit aussi aujourd'hui entre parfois les puissances publiques et le privé. Je crois qu'il y a une table radio d'ailleurs là-dessus cet après-midi. Mais... Tout le monde fait mon boulot, c'est pratique. François Potvin, un dernier mot et puis on va passer à la dernière séquence. Oui, le programme Émergence est resté très discret pendant 10 ans parce que on a été relativement indépendants et c'est à travers l'activité logement où nous sommes en contact en permanence avec les villes, avec les directions de la cohésion sociale, avec les programmes d'égalité des chances que le programme Émergence a été mis en valeur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les élus locaux sont très, très attirés par notre programme parce que dans chaque ville, plusieurs jeunes sont issus des quartiers difficiles. Et c'est vrai que ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que disait ce matin Madame la Ministre, c'est que les jeunes qui sont effectivement passés par le programme arrivent à témoigner dans les quartiers en disant écoutez, ça y est, moi j'ai réussi, j'ai pu faire ça. Et je pense que les pouvoirs politiques sont très intéressés par ce genre de témoignages. Donc je réaffirme qu'au niveau de la ville de Lille et la MEL et de la préfecture, je veux dire, on est quand même fortement soutenus et accompagnés. Et on peut l'être encore davantage. Donc, voilà. Globalement, on retiendra qu'il faut commencer par faire avant d'aller chercher de l'argent. Je vous remercie tous de votre participation.